Alors, justement, Daniel, par rapport à ce que tu disais en introduction de cette table ronde, je crois que je vais tenter l'acrobatie du croisement des perspectives. Sans doute, j'y suis entraînée en tant que responsable d'un axe environnement qui porte à la fois en philosophie et en droit, étant moi-même économiste. Donc voilà, ce croisement interdisciplinaire m'intéresse. Alors, j'ai vu dans cet ensemble de communication vraiment une suite d'études de cas qui ont montré la diversité des pratiques, des dynamiques, des institutions du commun et dans les multiples sens qu'on peut donner à ce terme. Le commun est apparu comme un horizon à poursuivre de la réflexion en philosophie et sciences sociales et comme un horizon des mouvements sociaux. Alors je dis horizon parce qu'il a été mentionné à plusieurs reprises que le commun n'est pas naturel, disait Rocio Trujillo, qu'il est une vision, disait Hugo Mattei, un projet, on a entendu plusieurs fois, un espoir, tu disais Daniel. Mais c'est aussi un horizon qui ne va pas sans difficulté conceptuelle, que Jean-Louis a rappelé finalement, et qui sont peut-être autant de richesses de la réflexion et de sources de diversité des pratiques. Et je voudrais parler ici de deux difficultés qui m'ont semblé revenir à plusieurs reprises pendant ce colloque. La première, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de commun. Et la deuxième, c'est de revenir sur les oppositions qui ont été mentionnées, qui sont souvent revenues, l'opposition entre marché et État, qui devient une opposition entre commun et marché et entre commun et État. Et c'est à cette occasion donc, que j'aborderai la question de l'institutionnalisation du commun. Alors, la première difficulté, c'est de construire, si j'ose dire, une définition commune des communs. Alors, c'est un problème banal lors d'un colloque sur ce sujet, particulièrement quand il est interdisciplinaire. Je l'avais déjà rencontré parce qu'on avait fait un colloque de philosophie et économie sur les communs en 2016. Et je l'avais bien vu dans la difficulté qu'on avait eue à écrire un appel à communication commun en philosophie et en économie, et qui s'était retrouvé dans la publication des actes du colloque. Alors aujourd'hui, c'est encore plus frappant par la diversité des thèmes qu'on a abordés, et certains et certaines ont parfois osé poser la question, ou se sont elles-mêmes posé la question du rapport de ce qu'ils disaient finalement avec les communs. Alors venant de l'économie, j'ai parfois retrouvé tout de même mes petits façons de parler quand nous avons entendu mentionner les terres utilisées en commun au Brésil par Sébastien Carcel, les paysages mentionnés par Emmanuel Picavet, les communs environnementaux comme la biodiversité ou le climat mentionnés par Hervé Brédif, ou les services écosystémiques, ou encore les brevets, tout à l'instant. Mais il a été aussi question de bien d'autres communs, dont la justice avec Mireille Delmas-Marty, les œuvres d'art participatives avec Yann, les modèles mentaux avec Chrysostomos Manzavinos, modèles mentaux prolongés dans des cultures épistémiques communes, comme celle du risque ou des modèles par Christian Walter. On a aussi entendu parler de la recherche participative avec Sylvain Lavelle, la recherche d'un consensus dans le cadre de la RSE avec Katia Martin-Chenu, jusqu'à l'ensemble de l'espace humain de sociabilité avec Giuseppe Mastruzzo, un cosmos ou des conditions de vie avec Gilles Dubreuil, finalement des communs politiques d'une certaine manière, dans les intérêts, dans la démocratie et dans le langage, avec Sandra Logier, Joël Zask et Marianne Redon. Finalement, on a retrouvé dans ces pratiques, ces savoirs, ces choses, ces services, tous les sens du terme commun. Est-ce qu'il suffit qu'il y ait un point commun du collectif? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait de l'ordinaire ou du banal pour faire du commun? On a mentionné des partages dans l'espace, avec le paysage, dans les têtes, avec la recherche ou le savoir, mais aussi dans le temps, avec les générations futures. Et ce qui m'a semblé un point important, qui a été relevé, c'est que s'il y a du commun, il y a aussi du divers dans le commun, et c'est ce qu'a souligné Mireille Delmas-Marty. On a dit du divers, voire du conflit, comme le relevait Thomas Lamarche. Et c'est parce qu'il y a du divers qu'il y a besoin d'institutionnalisation, et donc qu'il y a aussi les risques de l'institutionnalisation. Ce qui m'amène à cette deuxième difficulté conceptuelle. Les communs ont parfois été présentés comme une troisième voie entre l'État et le marché, qui semble amener une opposition, soit pour la reprendre, soit pour la remettre en cause, entre État et commun, finalement plus largement entre institutions et communs d'une part, et entre marché et commun d'autre part. Le commun, pourtant, repose sur des institutions, il les renforce, il est lui-même une institution.
Alors, quand je parle d'institutions ici, je ne parle pas des institutions au sens de North, cette définition des institutions comme règle du jeu, hein, qui était reprise par Chrysostomos Manzavinos, mais je prends plutôt celle de Veblen comme habitude de penser, comme habitude collective de penser. Et c'est en ce sens que le rappelait Emmanuel Picavel, l'institution est une condition de l'action. La réunion Zoom est devenue une habitude collective. Nous pouvons la faire parce que nous savons que les autres vont partager cette même nouvelle habitude. Et donc, on peut anticiper leur comportement et donc agir en fonction. Les communs s'appuient sur une forme de vie commune, sur un langage commun, et donc s'appuient sur d'autres communs pour poursuivre la réflexion de Sandra Logier. Si les communs reposent sur des valeurs personnelles, ça a aussi été dit, ce sont des valeurs partagées, donc également déjà des institutions. La difficulté, c'est donc de faire émerger un commun. Alors, on a bien vu avec la discussion de Katia Martin-Chenu sur comment faire émerger un commun dans la compréhension de la RSE. La difficulté, c'est de le transformer, donc. C'est Christian Walter qui expliquait qu'il fallait transformer finalement le modèle de risque. Ça ne s'impose pas un commun. On l'a vu aussi dans l'étude de cas de Gilles Herriard-Dubreuil qui montrait tout ce qui était nécessaire pour construire un commun post-catastrophe. Même quand il y a une loi pour aider à créer du commun, il faut aussi une gouvernance, une construction de valeurs partagées. Ça, c'est ce que j'ai retenu aussi de l'expérience du fleuve Blackfoot. Et on a retrouvé aussi une institutionnalisation de commun, une création du commun patrimonial dans l'intervention de Vincent Dupin. Alors, il faut construire en ce sens des valeurs partagées ou en choisir certaines qui vont dominer sur les autres parce qu'il y a diversité des valeurs sociales. Et c'est aussi pour cette raison de diversité, que la question de la taille est importante. Alors, le problème a été soulevé par Nicole Alix, mais plus généralement, à une petite échelle, celle de la communauté, on dit parfois, les valeurs peuvent être unanimement partagées. Mais dès qu'on élargit, dès qu'on agrandit le commun, on accroît la diversité, les divergences, le conflit. On le voit bien au niveau national quand il s'agit de créer un commun de la RSE, on le voit au niveau international dans l'exemple de la conférence des parties d'Hervé Brédif. Et les processus d'institutionnalisation permettent soit de réduire ces divergences, c'est-à-dire de faire converger les valeurs, les intérêts, ou alors elles sont là pour légitimer une domination de certaines valeurs sur d'autres. On a vu la création d'un commun de manière plutôt pacifique et par convergence des intérêts dans l'exemple du fleuve Blackfoot. Et on peut voir aussi la violence de la construction du commun et le détachement nécessaire que mentionnait Vincent Dupin dans le cas du barrage de Sivens. Dans tous les cas, il y a une structure verticale qui se met en place et on doit quitter l'horizontalité. Alors, on ne la quitte pas complètement, ça n'empêche pas qu'il reste une horizontalité, mais il y a à un moment une structure d'autorité verticale qui se met en place, c'est-à-dire une certaine forme d'étatisation. Alors, certes, je ne parle pas ici d'État-nation, mais c'est une forme d'État avec ses risques de prédation de la structure. Dit autrement, nécessairement, le commun s'institutionnalise, s'étatise, même si ce n'est pas par l'État au sens où on l'entend d'habitude. Cette remise en question de l'opposition entre commun et État, et si je reviens une minute sur l'opposition entre commun et marché, alors ça... Finalement, étant originalement spécialiste des externalités, vous l'avez dit, puisque j'ai travaillé sur le théorème de cause, alors la notion de commun est très proche de celle d'externalité, puisqu'on peut dire qu'il crée des externalités positives et négatives. Alors, cette vision des choses apparaît au XXe siècle, mais j'ai appris, grâce à Arnaud Masset, que les Grecs parlaient déjà d'effets externes, involontaires et collectifs de nos actions. Alors, en tant qu'historienne de la pensée, j'ai très envie de creuser ça. C'est finalement par les externalités que la porte de la marchandisation peut s'ouvrir.
On marchandise la pollution, les externalités négatives, on le voit avec les COP, on marchandise les services environnementaux écosystémiques, on a mentionné les paiements pour services environnementaux. Mais ce qu'Alain Karsenty nous a montré de manière presque paradoxale, finalement, c'est que le marché crée aussi du commun. On peut aussi sortir de cette opposition commun-marché en pensant, je vais le dire un peu de manière provocative, en pensant le marché comme un commun. Le marché aussi peut être utilisé pour reconfigurer les liens sociaux. On peut aussi le réencastrer. Alors, je voulais juste conclure cette intervention sur un espoir. Même si la problématique du commun nous incite à repenser la place de chacune et de chacun, nous, comme chercheuses et chercheurs, produisons un savoir qui est un commun pour la société dans son ensemble. Et quand l'université est attaquée comme elle l'est aujourd'hui, c'est toute la société qui l'est. Et d'où la formulation d'une espérance que la société et les chercheurs se rejoignent pour défendre tous ces communs partagés.